Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, est l'invité cette semaine de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc pour ce rendez-vous de Public Sénat avec, nous l'avons dit, Radio Classique, Les Échos et l'agence France Presse. Et au cours de cette émission, vous répondrez à 3 grandes questions. Jean-Francis Pécresse vous demandera d'abord dans un instant si François Hollande pourra se représenter, puisque les sondages, on le voit, sont toujours très mauvais, ils s'accumulent. Deuxième question, Lucille Malandin vous interrogera ensuite sur la gauche. Est-elle irréconciliable? C'est l'image qu'elle donne plus que jamais en ce moment. Enfin, Mickaël Zamès vous demandera si on ne se dirige pas tout droit vers un nouveau 21 avril, un duel droite-extrême droite en 2017. Mais d'abord, Jean-Christophe Cambadélis, une question d'actualité. Question d'actualité. Dès que vous devenez français, vos ancêtres sont gaulois, a lancé hier soir Nicolas Sarkozy en meeting dans le Val d'Oise. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Ça fait un peu l'histoire pour les nuls. C'est vrai que Sarkozy et Cambadélis, c'est totalement gaulois. Je crois que la France marche au mélange et elle marche bien. Est-ce que vous êtes choqué par cette formule ? C'est du Sarkozy dans le texte, non ? De l'à peu près, de la provocation, essayer de faire le buzz autour de lui. On a retrouvé le Sarkozy d'avant, il nous fait une petite rechute, là. Mais comme vous, il est un Français de sang mêlé, il l'a revendiqué, on est d'accord. Et lui, donc, dit mes ancêtres sont gaulois, point. Vous ne dites pas la même chose. Mais mes ancêtres sont mes ancêtres. Ils n'étaient pas gaulois puisqu'ils n'étaient pas français. Et donc, il y a eu un processus d'intégration dans la société française tout en gardant un certain nombre d'éléments culturels. Je bois sûrement plus de Retsina que le français moyen et je mange sûrement beaucoup plus grec que l'ensemble de mes compatriotes. Mais ça ne fait pas pour moi, de moi, quelqu'un qui n'est pas assimilé, pour reprendre la formule de Nicolas Sarkozy. Alors justement, il met en avant cette notion d'assimilation. Est-ce qu'il ne faut pas entendre sa sortie en fait comme un avertissement face au danger aujourd'hui du multiculturalisme et face notamment à la poussée du fondamentalisme musulman dans notre pays? Oui, il propose un pacte d'assimilation, sous-entendu qu'il y a des Français qui ne seraient pas de souche. C'est exactement ce que dit le Front National. Il n'y a pas de divergence. Et même ça, le pacte d'assimilation, Jean-Marie Le Pen n'a jamais osé le dire dans aucun de ses meetings et dans aucune de ses déclarations. Donc on voit jusqu'où on est arrivé, Nicolas Sarkozy, pour essayer de faire venir à lui l'électorat frontiste. Je dis que tout ceci est un danger pour la France, parce que cela amène à jeter les Français les uns contre les autres. Est-ce que vous êtes Français? Vous n'êtes pas Français? Votre culture n'est pas française? C'est pas de ça qu'il faut. C'est la cohésion nationale et ensemble affronter les problèmes. Donc vous nous dites qu'en fait le Front National est débordé sur son extrême droite par Nicolas Sarkozy avec cette phrase sur nos ancêtres les Gaulois? Pas sur cette phrase sur les ancêtres les Gaulois, sur son pacte d'assimilation. Mais je crois, oui, que le cours actuel de Nicolas Sarkozy, qui est de construire un programme commun entre une droite extrême et une extrême droite. Il est en train d'y arriver. D'ailleurs, tout le monde à droite s'aligne sur lui. Personne ne résiste. Et dans ce domaine... attendez, vous avez vu les déclarations depuis ce matin, Jean-Christophe Cambadélis. Il y a beaucoup de distance prise par tous les autres candidats à la primaire. Non, je pense laissez-moi terminer. à Juppé, je pense à Bruno Le Maire. Sur la formule, les Gaulois, elle est tellement caricaturale que... Il est critiqué tout le monde dans son camp. Il est critiqué sur cette formule. Oui. Mais pour le reste, sur tous les sujets, tout le monde s'aligne sur Nicolas Sarkozy. Juppé a, sur ce terrain-là, un alignement complet. Il l'a dit dans Valeurs Actuelles ce week-end. Il a indiqué que dans les mesures du regroupement familial ou le reste, il l'avait dit avant Nicolas Sarkozy. Donc on ne peut pas dire... Non, vous n'entendez pas les nuances. Non, je n'entends aucune nuance. Et quand vous dites que tout le monde... Sarkozy et Juppé, c'est les frères siamois d'une même politique. Ah d'accord. Mais vous dites tout le monde vient sur les positions de Nicolas Sarkozy. J'ai envie de vous demander, est-ce que ça n'est pas le cas de Manuel Valls alors? Parce que lui aussi parle beaucoup d'identité. Non, parler d'identité, ce n'est pas dire qu'il y a des gens qui ne sont pas français. Parler d'identité, c'est parler de la République, c'est parler de la France. Ça, je suis prêt. Mais on voit bien que la connotation
qui est déployé derrière ce vocable d'identité, c'est d'indiquer qu'il y a des Français de souche et des Français de papier. En tous les cas, ce mot assimilation, vous le rejetez, vous préférez celui d'intégration, même si l'intégration est un échec. Mais c'est pas un échec, l'intégration. Il y a de merveilleux exemples de réussite, mais globalement... Mais ce n'est pas globalement un échec. Même dans les sondages qui aujourd'hui sortent, on voit bien que la majorité des hommes et des femmes s'estiment français, quelles que soient leurs origines. 75% contre 25% si vous faites référence au sondage sur les musulmans. Sur les musulmans. Donc ce n'est pas un échec, c'est une réussite. Mais c'est nous qui projetons sur une infime minorité d'intégristes ou de salafistes ce que serait toute la communauté de culture ou de culte musulman. Très bien. Premier grand thème maintenant de l'épreuve de vérité. Jean-Christophe Cambadélis, et c'est Jean-Francis Pécresse des Échos et de Radio Classique que nous accueillons maintenant. L'épreuve de vérité avec Radio Classique et les Échos. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Bon. Alors, votre question au premier secrétaire du PS. Lorsque vous voyez les cotes de popularité, les courbes d'intention de vote, est-ce que vous pensez vraiment que François Hollande sera en capacité de se présenter à la présidence de la République? Tout dépend de lui. Ce n'est pas les sondages qui vont décider. C'est lui qui décidera s'il est candidat ou pas. Et s'il décide d'être candidat, même s'il y a des mauvais sondages, il sera candidat. Des très mauvais sondages. Très mauvais sondages. Mais il y a des sondages dans une période ou dans un moment où personne ne connaît les candidats, personne ne connaît les programmes, et simplement 30% des Français s'intéressent à la présidentielle. Alors je sais que pour les médias, c'est embêtant, mais c'est la réalité. Donc il faudrait parler du fait qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas dans la présidentielle. On n'est pas candidat que par envie, par choix, on est candidat parce qu'on sent dans l'opinion une aspiration, une véritable envie. Est-ce que vous sentez chez les Français une envie de François Hollande Non, on n'est pas candidat de pour une envie. repartir avec François Hollande? On n'est pas candidat pour une envie chez les Français, on la suscite. On est candidat parce qu'on a un dessein pour la France. Ça, c'est la définition. Et c'est quoi ce projet? C'est la définition du général de Gaulle qui a fondé ces institutions. C'est un dialogue entre un homme et un destin, un dessein pour son peuple. Le projet, il vous le dira s'il est candidat. Il va le développer, je le suppose. Dans un entretien récent, au quotidien Le Monde et à la revue Débat, François Hollande dit être porteur d'une France fraternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, être porteur d'une France fraternelle? Et qui peut le croire quand la France sort de mouvements aussi rudes que les mouvements contre la manif pour tous ou les manifestations contre la loi travail? Mais on peut manifester et être fraternel. Ce n'est pas contradictoire. La fraternité laïque telle que nous la concevons, c'est la possibilité du vivre ensemble. C'est une autre manière de poser le vivre ensemble. Nous estimons, nous... Il avait parié sur une société apaisée, ça n'est pas le cas. Absolument. Mais elle n'est pas apaisée parce qu'elle a été percutée par le terrorisme, pas parce qu'il n'a pas pu l'apaiser. Reprenons, nous avons une divergence majeure, qui fait tout un projet de société avec la droite et l'extrême droite aujourd'hui sur ce que doit être la France. Nous voulons une France fraternelle. Nous ne voulons pas de césure au milieu de la France. Nous ne désignons pas une partie de la population comme étant les fauteurs de troubles ou disant, pour reprendre un certain nombre de formules, que la France a un problème avec eux. Ça, c'était effectivement le discours de la salle Wagram. Ça n'a eu aucun effet dans l'opinion publique quand on lit, encore une fois, les sondages de popularité et les sondages d'intention de vote. C'est-à-dire que, geste après geste, il ne se passe pour François Hollande rien, comme si les Français l'avaient zappé, en quelque sorte. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, quand même? Je ne le pense pas. Ces discours infusent. Ils sont des éléments de référence. Nous les diffusons. Nous faisons en sorte qu'ils soient entendus. Vous n'êtes pas aveuglé, là, Jean-Christophe Cambadélis? Aveuglé, moi, jamais. Je suis assez... irréaliste. Assez clair. Mais non, mais irréaliste, c'est quand on n'est pas d'accord avec vous. Non, je suis réaliste par rapport à l'analyse que je me fais de la situation politique. La droite, via sa primaire, ne réglera pas son problème stratégique. Il y aura 2 candidats de droite, vous verrez. L'extrême droite est à un niveau que l'on n'a jamais vu en France. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer jusqu'à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est beaucoup plus ouvert qu'on veut bien le dire. Est-ce que les conseillers des cabinets ministériels n'ont pas, eux, déjà voté en quelque sorte, puisqu'ils, apparemment, ils fuient les cabinets, 10% des effectifs sont déjà partis et ne sont pas
remplacés. Est-ce que ça n'est pas un signe très inquiétant encore une fois, pour vous? 10%, c'est pas, 10%. c'est pas excessif. Mais vous savez, c'était il y en a jamais eu le cas. autant, hein. On a parlé d'hémorragie. Non, on cette parle année. d'hémorragie. Ça, c'est le titre du Monde qui fait sa campagne. Non, c'est pas hémorragie. Il y avait quasiment la même chose à la fin de Sarkozy. Bon, alors il prévoyait aussi la défaite de ce dernier, peut-être. Non, je crois que c'est normal. On a l'impression qu'il y a un sauf qui peut. Sauf qu'il... À 10%, Y compris à l'Élysée. À 10% sauf qui peut. Non, vous savez, un sauf qui peut, c'est 90%, ce qui n'est pas le cas. Mais ce n'est pas anormal, vu le fait que l'on le dit du matin jusqu'au soir, les jeux sont faits. Ce n'est pas la peine d'aller voter. La droite est qualifiée. Est-ce que le président Vous voyez bien, on est dans cette situation où aujourd'hui on nous dit Marine Le Pen, pas de problème, elle est au deuxième tour, la droite est au deuxième tour, il ne reste plus qu'à la gauche d'essayer de soutenir le candidat républicain. Moi je vous dis, ça ne se passera pas comme ça, parce que les Français vont voter. D'accord. Sur quel bilan? Sur un bilan contrasté qui pourra être présenté aux Français. Et ce bilan, moi je veux le confronter au projet de la droite, sur tous les sujets. Un bilan contrasté, c'est-à-dire... Contrasté, ça veut dire qu'on n'a pas réussi du mauvais. Pas du mauvais, on n'a pas réussi surtout, mais on a réussi à redresser la France. Et c'est un élément, je crois, extrêmement positif. Mais nous sommes là dans l'absolu, c'est-à-dire, pour terminer les sondages, qu'aujourd'hui, qui est contre le gouvernement? Prenons les choses très simplement. L'extrême droite, 30%, les Républicains, 30 à 35%, l'extrême gauche, 10 à 12%, et une partie de la gauche, des frondeurs, qui sont, je ne sais pas combien, disons si on prend les derniers sondages pour Montebourg, entre 5 et 7%. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que nous soyons majoritaires? Nous ne le sommes pas. Donc, le jour où il y aura 3 ou 4 candidats, ils auront leur programme, ils auront ce qu'ils ont fait, et ils pourront qu'on pourra comparer. Les Français compareront dans l'éducation nationale ce que nous avons fait et ce qu'on nous propose de faire. Ils compareront sur la question du tiers payant ce que nous avons fait et ce que la droite veut défaire, et ainsi de suite. À mon avis, ça changera la vision des Français. Tout le monde le sait, François Hollande avait lié sa candidature à une inversion de la courbe du chômage. Bon. Depuis le début de l'année 2016, le chômage en France baisse de 75 000 personnes, a baissé de 75 000 personnes. Il n'en reste pas moins que depuis le mois de mai 2012, on a un solde positif de 585 000 chômeurs en plus. Que nous avons un taux de chômage de 9,5%, qu'en ce moment même, l'Allemagne est à moins de 6, que le Royaume-Uni est à 5, que la Suisse est à 3. Est-ce que ce bilan-là peut lui permettre de se représenter devant les Français de manière sérieuse? Tout à fait, parce qu'il a engagé un processus de baisse du chômage qui est hiératique, je vous le concède, mais qui est une tendance et qui a été très fortement annoncé chez les plus jeunes, même si dans d'autres catégories, nous sommes restés à des niveaux qui ne sont pas acceptables. Et on peut se comparer avec nos partenaires. Vous savez très bien qu'en Allemagne ou en Angleterre, le travail partiel, le travail pour 1 euro ou 2 euros ou 10 euros est un travail qui est extrêmement répandu. Est-ce que vous pourrez prétendre avoir inversé la courbe du chômage? Oui. Non, nous pouvons prétendre avoir réussi à remettre la France sur les rails du point de vue de la lutte contre le chômage, donc de la croissance, donc de la création d'emplois, parce qu'on ne dit jamais que aujourd'hui le saut des politiques du point de vue de la création d'emplois. Le pari du chef de l'État est perdu. Non, le pari du chef de l'État n'est pas totalement gagné, mais il est bien engagé. Donc que l'inversion, elle reste encore à faire. Mais l'inversion totale, elle reste à faire, évidemment. Mais vous voyez bien comment nous sommes engagés. Et vous savez, je ne pense pas que les Français seront à ce point critiques, tels que le sont les journalistes et tels que le sont les sondeurs. Parce qu'ils se souviendront de la situation dans laquelle la droite nous a laissé le pays. Et ils verront qu'on a fait des efforts sur nous-mêmes, au niveau de l'État, qu'on a engagé le pays dans une bonne voie. Question sur le taux des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire le montant total des impôts, des taxes, des charges, etc., qui reste à 44,5%. C'est un niveau pratiquement record. Il n'a pratiquement pas baissé, il a même augmenté un peu depuis le début du quinquennat de François Hollande. Ça veut dire que le choc fiscal est là, toujours. Mais nous sommes en train de rendre aux Français ça se voit pas. Ce que l'on leur a emprunté ça par l'impôt. Pas dans les chiffres. Pourquoi on l'a fait? C'est parce que nous, on a décidé qu'il fallait augmenter les impôts par idéologie ou par construction? Non, c'est parce que nous avions des déficits
colossaux laissés par la droite et qu'on n'allait pas laisser le pays à la banqueroute. Fillon avait dit « Je suis confronté à un pays qui n'a plus d'argent en caisse ». Nous en avons remis. Alors François Hollande est à l'ONU aujourd'hui, à New York, et hier soir, c'est l'heure également de son bilan diplomatique, et hier soir il a reçu le prix de l'homme d'État de l'année, donc ce qui a provoqué cette réaction ce matin. Écoutez de Bruno Le Maire, c'était sur Radio Classique et vous réagirez. Donc j'ai du mal à comprendre qu'on puisse remettre un prix d'homme d'État de l'année à François Hollande, sauf à ce que ce soit une private joke ou de l'understatement, enfin quelque chose comme de l'humour britannique que je n'ai pas toujours très bien saisi. Il y avait de l'humour corrézien, est-ce que c'est de l'humour britannique? Écoutez, ce sont les Américains qui ont décidé, ce n'est pas nous. Et ça ne m'étonne pas que la prétention de M. Le Maire s'exerce vis-à-vis de nos alliés. Il fut un temps où, directeur de cabinet de M. de Villepin, il n'avait pas cette attitude vis-à-vis de nos partenaires. Et M. Cameron, puisqu'il parle des Anglais, était son principal allié. On voit où cela a mené tout le monde. Question sur le plan prison, présenté ce matin par Jean-Jacques Urvoas. Cet après-midi, Michel Sapin, ministre de l'économie, ministre du budget, a dit niet. Il n'y aura pas de rallonge de 1,5 milliard pour faire les 10 000 à 16 000 places en plus que le ministre de la Justice voulait faire. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous appelez Bercy à relâcher un peu les cordons de la bourse? Il y a un débat entre ministres, c'est au Premier ministre de l'arbitrer, pas au Premier secrétaire. Mais il me semble que le Premier ministre a parlé de la nécessité de créer 10 000 postes, si on peut appeler ça des postes, disons 10 000 places en prison. Donc si le Premier ministre l'a dit, il n'est pas anormal que le ministre de la Justice travaille et réfléchisse sur cette voie. Après, il y a un arbitrage budgétaire à faire. Donc la question de Jean-Francis, pour commencer, c'était est-ce que François Hollande pourra se représenter? On a compris votre réponse, oui. Ça veut dire que vous l'incitez à le faire, donc. Hein. Vous avez déjà les arguments, là, tout prêts. Moi, je crois que le président de la République peut se présenter et qu'il doit se présenter et que ceci est nécessaire pour la France. Voilà mon raisonnement. Très bien. Merci. Jean-Francis Pécresse, deuxième partie de l'épreuve de vérité avec Lucille Malandin de l'agence France-Presse qui nous rejoint maintenant. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Lucille. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Cambadélis. Votre question au premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors Manuel Valls l'avait prédit il y a quelques mois, nous sommes maintenant à 7 mois de la présidentielle, la gauche est-elle irréconciliable? Vous savez, moi ce débat m'amuse un peu, parce que pour moi la gauche elle est irréconciliable depuis 1920. À partir du moment où il y a eu la scission entre les sociodémocrates, les socialistes et les communistes, elle est irréconciliable. La question qui est posée, c'est est-ce qu'elle peut ou pas s'unir à des moments donnés. L'histoire a montré que, mais quand nous étions unis, nous étions tout autant irréconciliables. Nous avions des divergences majeures. On n'a jamais vu un parti unique de l'ensemble de la gauche. Je l'ai souhaité à un moment donné, j'ai constaté que ce n'était pas possible. Les communistes resteront communistes, les écologistes resteront écologistes et les socialistes resteront socialistes. Ça me paraît normal. Ils ont une culture de gouvernement que n'ont pas les autres. C'est ce qui fait les difficultés du rassemblement. Mais quand il s'agit de s'unir, regardez dans les collectivités locales, ils s'unissent. Ils travaillent ensemble, et depuis très très longtemps, malgré les divergences. Mais là, on parle de présidentielle et de législative. Mais dans la présidentielle, il n'y a pas à s'unir dans la présidentielle, puisqu'il n'y en a qu'un qui est élu. Après, c'est dans les législatives, ça c'est un autre débat. Et il m'a semblé, là aussi, d'entendre Pierre Laurent à la fête de l'humanité, ne pas écarter la possibilité, ici ou là, de trouver des accords avec le Parti socialiste. Ce qui a mis très en colère, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon en parlant d'une stratégie dans 577 circonscriptions. Donc ils ont des désaccords entre eux. Je ne sais pas s'ils sont irréconciliables, mais en tout état de cause, il y en a qui veulent discuter avec nous dans les législatives, d'autres qui refusent. Alors justement, puisque vous parlez de Pierre Laurent, on va l'écouter, parce que ça n'est pas simple non plus de leur côté. Vous avez raison de le souligner, Jean-Christophe Cambadélis. Le communiste Pierre Laurent a du mal à rejoindre Jean-Luc Mélenchon, mais écoutez sa détermination. Néanmoins, ce matin, c'était dans Territoire d'Info, sur Public Sénat, sa détermination vis-à-vis du quinquennat qui s'achève. Nous voyons bien que dans la situation actuelle, si nous n'allons pas
vers la convergence et le rassemblement des forces de gauche qui veulent tourner la page de l'échec du quinquennat de François Hollande, eh bien, nous risquons d'aller à une catastrophe politique. Voilà la question que nous posons et que nous allons continuer à poser avec force. Et ça n'est pas une défiance à l'égard de tel ou tel dans ces forces de gauche. C'est juste une interpellation forte parce que nous sommes inquiets pour le pays et nous pensons que la convergence de ces forces est nécessaire. Et là, il s'adresse Absolument. à Jean-Luc Mélenchon, pas à moi. Mais quand même, il a un jugement très sévère sur le quinquennat. Mais il a un François jugement Hollande, très... c'est impossible. C'est- Il non, dit non. que François Hollande, c'est impossible. Non, mais dans la Donc, là, il n'y a primaire, pas c'est de impossible pour lui. réconciliation. C'est impossible pour lui. Vous savez, c'était aussi impossible de s'allier avec Claude Barthelone lors des élections régionales. Ça n'a pas empêché notre ami sénateur ils l'ont fait, de le oui. faire. Donc, les formules impossibles, ça voudrait dire Mais là, qu'il pense la même chose. Il a un mandat de son parti. Là, De ne pas faire la primaire avec les socialistes. De ne pas faire la primaire, je sais, et de ne pas soutenir le candidat socialiste. De ne pas soutenir le candidat socialiste. Mais à un moment donné, on va être confronté au programme de la droite ou de l'extrême droite. Et admettons, si on était face à l'extrême droite, il ne soutiendrait pas le candidat socialiste. Allons, tout ça, c'est une manière de pouvoir discuter pour essayer de rassembler toutes les forces qui ne sont pas d'accord avec le Parti socialiste. Moi, je lui ai dit, bonne chance. Pour gagner des circonscriptions? Pour gagner des circonscriptions, pour exercer un rapport de force. Vous savez, depuis la rupture du programme commun avec Georges Marchais, la stratégie du Parti communiste a toujours été d'essayer de refaire en sorte que le Parti communiste, comme dans son ancien temps, passe devant le Parti socialiste. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a été exactement la même orientation. Il ne s'agit pas de battre la droite ou l'extrême droite, mais de faire en sorte que une formation politique passe devant le Parti socialiste. Quand bien même il le ferait, ça changerait quoi ? Et on sera bien obligé de s'unir. Alors parlons de votre primaire, parce qu'on a l'impression quand même que les contours sont encore assez flous. Alors, il y a des interrogations chez certains candidats, on pense notamment à Arnaud Montebourg. Voilà, dans le même sens, est-ce que le PS, lui tout seul, est réconciliable? Est-ce que aujourd'hui, les frondeurs, il y a quand même de multiples candidatures, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche. Est-ce que ça va être possible de faire participer François Hollande à la même primaire? C'est la décision que vous avez prise. Mais est-ce que ça va être possible de le faire sans y laisser trop de plumes pour le PS? Je crois, si on suit notre débat et le précédent, tenter à indiquer que nous avions perdu énormément de plumes. Donc je n'ai pas peur de la confrontation. Et je pense qu'elle peut être salutaire. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, dans cette primaire, nous aurons toutes les positions de la gauche. Et c'est une primaire de toute la gauche par l'intermédiaire des candidats socialistes. D'un certain point de vue, toutes les positions de la gauche seront représentées. Des écologistes, des socialistes critiques ou des socialistes défendant, et pour cause, la politique gouvernementale. Donc à partir de là, nous aurons la possibilité de trancher sur qui sera le candidat et ce que nous ferons. Est-ce que ça n'est pas humiliant pour le chef de l'État que de l'aligner dans une compétition à côté de ces candidats dont la liste vient d'être rappelée par Et dont les Lucile. conditions sont quand même... Pourquoi ce serait humiliant? D'abord parce que c'est le président sortant, d'une part. Mais c'est un exercice. Premier argument. C'est un exercice démocratique, mais il ne s'agit pas de Dieu ou de Zeus descendant de l'Olympe. Il s'agit d'un président de la République. Un président de la République qui a été attaqué par tout le monde depuis 4 ans et qui est votre candidat. Mais donc vous avez une contradiction. Oui. Soit vous dites que le président de la République, à 15% ou à 10%, ne peut pas se représenter, soit à 15% et 10%, il n'est pas populaire dans l'ensemble de l'opinion, et donc s'il se représente, il ne va pas être mis en cause parce qu'il va débattre avec Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg. Il y aura un débat, il sera ou pas élu, encore faut-il qu'il soit candidat, et puis à partir de là, tout le monde se rassemblera. Pour moi, la primaire, c'est un moyen de rassembler. Parce que s'il n'y a pas de primaire, il y aura des candidats à l'extérieur de la primaire. Et à ce moment-là, je suis sûr de ce qui va se passer. Avec 4% ou 5%, on ne sera pas au deuxième tour. D'accord, on va revenir sur les candidats. D'entendre Arnaud Montebourg dire, encore hier soir, qu'il compterait sur François Hollande aujourd'hui pour quelque chose, chauffer la salle de ces meetings. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez cela? Un peu d'humilité quand on est à 3% ou 4% les sondages ne fait pas de mal. Un petit peu plus qu'à 3% quand même. Mais... 5.
Ça dépend des sondages. Oui, enfin bon. Bon, en tous les cas, Est-ce sa que campagne vous ne prend avez- pas, c'est ce que vous nous dites. Est-ce Non, que elle vous ne avez- prend pas. Pourquoi? Parce qu'elle est exclusivement dirigée contre le chef de l'État. Si elle était un peu plus dirigée contre la droite et l'extrême droite, peut-être que l'électorat de gauche, qui s'inquiète des divisions, prêterait une oreille attentive à ceux qui contestent la politique gouvernementale. Mais là, encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir un candidat qui pourrait gagner contre la droite, il s'agit soit d'empêcher le président de la République, soit de faire en sorte qu'il trébuche. Cette stratégie punitive est une stratégie qui ne prend pas dans l'opinion de la gauche. En attendant, Arnaud Montebourg essaye d'imposer quand même un certain nombre de conditions à l'organisation de ces primaires, notamment en demandant qu'elles soient organisées sur le même modèle qu'en 2011, où n'était pas du tout le même contexte. Où en êtes-vous sur cette organisation? Est-ce que vous avez déjà décidé de la manière pour obtenir ces parrainages, de la répartition des bureaux de vote, du nombre de bureaux de vote? Je peux vous rassurer là-dessus. Nous avons beaucoup avancé en termes de bureaux de vote et en termes de parrainage, en termes de textes communs à l'ensemble des candidats. C'est-à-dire, vous en êtes à combien de bureaux de vote, par exemple? On est entre 7500 et 8000. Et ils sont répartis comme en 2011? Ils sont répartis comme en 2011, mais moi je propose qu'on les concentre un peu plus qu'en 2011 dans les endroits où il y avait un fort vote de gauche. Ça sert strictement à rien de mettre énormément de bureaux de vote dans des endroits où c'est ultra majoritaire à droite. Ça sert à rien. Si c'est pour faire de l'affichage, on fait de l'affichage. Moi, je n'ai pas de problème à mettre des bureaux de vote un peu partout, en particulier dans les fédérations dirigées par les amis d'Arnaud Montebourg, qui ne sont pas très allants aujourd'hui dans leur remontée du point de vue des bureaux de vote. Mais ça va venir. Bon. Et puis après, voilà, on organise les parrainages. Ils savent, c'est 5% de parlementaires ou 5% de villes de plus de 10 000. Bon, ils connaissent tous les tenants et les aboutissants. Il y a le petit texte qui dit qu'on est de gauche. Vous les avez consultés sur les conditions? Oui, mais on se réunit toutes les semaines. Et ils sont tous là autour de la table. Vous savez, il y a tous les candidats, enfin les représentants. Et vous savez, il y a les grandes déclarations. Les doutes sur la loyauté sont levés. Mais il y a les grandes déclarations pour la presse, c'est-à-dire pour dire qu'on n'est pas tout d'accord avec le Parti socialiste, histoire de gagner des voix dans les sondages. Et puis, il y a la réalité sur le terrain. Je peux même vous dire que les intitulés d'Arnaud Montebourg, maintenant pour tenir ces réunions, c'est participer à la réunion autour d'Arnaud Montebourg, candidat à la primaire de la gauche. Voilà. D'accord. Donc il est rassuré sur la loyauté vous aussi. nous annoncez qu'il va participer à la primaire. Ah ben j'en suis persuadé. Vous en êtes persuadé, vous le savez? Mais si je lis les textes qui sont distribués dans un certain nombre de départements, c'est qu'il s'est fait. Entendu. Une autre personnalité qui a appartenu au gouvernement de François Hollande, mais qui n'a jamais appartenu au PS, je crois, Emmanuel Macron. Alors lui vous pose un autre problème, hein, si je puis dire, puisqu'il refuse de participer à la primaire, a priori. On ne sait pas non plus s'il va être candidat. Ça, vous allez l'inviter, je suppose, il va vous répondre avec plaisir. Mais pour l'instant, il n'est ni de droite ni de gauche. Bon, donc il ne peut pas participer à une primaire de gauche. C'est à lui de décider. Si d'un seul coup, il trouve que, en fin de compte, la gauche, c'est sa famille et qu'il n'est pas anormal qu'il participe à une primaire, il nous le dira et on regardera comment on peut faire. Mais pour l'instant, il a choisi un chemin qui n'est pas celui que nous avons collectivement décidé. Et alors, si François Hollande décide de ne pas se présenter, est-ce que Emmanuel Macron pourrait être le candidat du Parti socialiste? Mais il y aura une primaire. Si François Hollande ne veut pas ou ne peut pas ou ne souhaite pas se présenter, à ce moment-là, il y aura sûrement, croyez-moi, c'est le premier secrétaire du Parti socialiste qui vous parle, plusieurs candidats. Et il y aura une primaire, on dégagera le candidat qui nous permettra de nous réunir. Manuel Valls semble se préparer, se mettre en position, il laisse entendre ça assez facinement maintenant. Manuel Valls, d'abord et avant tout, soutient le président de la République. Ouais. Et comme tout le monde, c'est-à-dire comme Macron, comme Montebourg ou comme peut-être d'autres dont on ne parle pas encore à ce moment, ils se disent s'il n'y allait pas, est-ce que moi je ne pourrais pas y aller? Ce n'est pas anormal puisque le président de la République n'a rien dit. Mais le jour où il dira, ce sera fini. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez que Manuel Valls y aille si François Hollande n'y va pas? Non, mais c'est à lui de se décider. Moi, je n'ai pas de souhait à faire, là, franchement. Non, mais est-ce que vous le suis voyez pour comme un François Hollande. recours dans Non, ce mais cas-là? écoutez, me faites pas dire ce que je ne veux lui pas le dire. dit.
Il le dit, c'est très bien, c'est normal. Pour l'instant, pour moi, la question essentielle, c'est d'organiser les primaires. Et dans les primaires, même si je veux être impartial, je souhaite que le président de la République s'engage, gagne ses primaires, s'engage dans l'élection présidentielle, parce que je ne doute pas que les Français sauront faire un choix positif. Donc pour vous, la gauche est réconciliable pour répondre à la question de cette deuxième partie de l'émission. Elle est capable de s'unir. Elle est capable de s'unir, même si François Hollande a théorisé, vous avez vu dans cet entretien au débat dont on parlait tout à l'heure avec Jean-Francis, il a dénoncé les procureurs de l'alternative, qui ont pour but, dit-il, d'empêcher de gouverner. Hein. Bien sûr, mais ça a toujours existé. La position du Parti communiste lors du programme commun... Mais François Mitterrand a toujours réussi à garder la gauche unie. Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais enfin, par rapport aux proportions que ça prend aujourd'hui. Une fois, en la battant sévèrement en 1981, battant le Parti communiste sévèrement en 1981, et en faisant que 4 communistes rentrent dans le gouvernement. La dernière fois que nous avons gouverné ensemble, c'était la majorité plurielle avec Lionel Jospin. On a fait des tas de choses ensemble, on avait un bon bilan. Ils se sont quand même présentés contre Lionel Jospin, ce qui nous a valu Jacques Chirac. Voilà, donc les empêcheurs. Merci beaucoup, Lucille. Maintenant, c'est Michael Zamès de Public Sénat qui arrive pour la 3e partie de l'épreuve de vérité. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Michel. Bonsoir, M. Cambadélis. Bonsoir. Alors, si on comprend bien dans la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est... à part la droite, regardez tout ce qu'ils nous font, ils comparent, regardez la droite et la gauche, mais si je comprends bien, à part dire au secours la droite revient, il n'y a rien d'autre. Mais c'est déjà essentiel, parce que la droite revient et en plus elle prévient sur un programme que l'on n'a jamais vu. Un programme, d'abord, honnêtement, on y viendra puisque vous interrogerez chaque candidat, ce programme il est irréalisable. Il est tellement violent sur le plan social, tellement violent sur le plan économique que je ne vois pas comment... Qu'est-ce qui se passerait ? Je veux dire, d'abord, on explose les déficits. C'est quand même formidable. Ceux qui nous ont reproché de ne pas juguler les déficits, aujourd'hui, ils disent, bon, allez, on y va, on s'en fiche. De toute façon, on verra bien comment on s'arrangera avec Bruxelles. Avec Bruxelles, c'est un peu ça ce que vous dites. Comment ? Ils s'arrangeront avec Bruxelles ? Oui, c'est ce qu'ils disent, on s'arrangera avec Bruxelles, ils ne s'arrangeront pas du tout. Deuxièmement, ils sont en train d'emmener la France dans la situation, s'ils étaient élus, qui était celle que nous avons connue. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés aux affaires, Nicolas Sarkozy nous a laissé une France où on était entre Bruxelles, qui pouvait prendre un certain nombre de mesures sur l'État, le FMI, qui estimait que la France pouvait être à nouveau sous son égide, et des mouvements sociaux qui étaient prêts à surgir à chaque instant. Il a fallu petit à petit redresser la France. Oui, mais là aussi, vous avez fait le coup de l'héritage, vous aussi, en disant, regardez ce que vous avez vu, et ils vous feront peut-être pareil. Ah ben, ils nous feront exactement la chose, sauf que nous, on leur laissera une situation un peu plus saine, objectivement. Ils n'y croient pas. Hein. Ouais. Oui, non, écoutez, moi, je prendrai simplement ce que disent les organismes. Les cadeaux fiscaux de 2017-2018, véritablement, c'est pas ce que dit la droite. Mais aujourd'hui, Michel Michel Sapin et Christian Eckert ont fait une conférence de presse et ils ont répondu point par point à ces accusations. C'est un camouflage de la part de la droite pour qu'on ne parle pas de leur déficit. Mais il n'y a pas que les déficits. Ils vont revenir sur tout ce qu'on a fait. Tout, à part le mariage pour tous, parce qu'ils ont trouvé que c'était un peu chaud. Encore qu'il y a des candidats qui y soient favorables. Mais ils vont venir sur tout ce qu'on a fait. Le tiers payant, le combat qu'on a mené pour redresser l'école, la création de postes, 300 000 fonctionnaires en moins, etc. Vous croyez que ça va se faire tranquillement comme cela? Donc ils vont mettre la France à feu et à sang. La droite revient, c'est suffisant. Non, je ne dis pas que c'est suffisant, c'est l'essentiel. Oui, elle revient et elle prévient. Voilà, c'est ce que les Français doivent comprendre. Petit à petit, ils vont le comprendre. Après, il y aura un programme. Il y aura des propositions pour le prochain quinquennat. On ne va pas se tourner les pouces en disant ce qu'on a fait, c'était formidable. Ils arrivent pour le défaire, on va s'arrêter là. Comment ? On ne fera pas campagne sur un bilan. Mais on intégrera notre bilan. Je l'ai dit tout à l'heure à un de vos collègues. On présentera notre bilan par rapport à leur projet. C'est très facile à faire. Je le fais tous les week-ends en meeting. Ça marche très très bien. À chaque fois, on dit ce qu'on a fait et on prend au choix
Sarkozy, Juppé, un des frères Dalton, là, on les Vous prend prenez surtout toc, toc, Sarkozy. et, hein, Vous parliez des frères non, Siamois, non, parce que les 4, pour moi, c'est les frères Dalton. Je ne dis D'accord. pas qu'il y ait Joe. Les frères Donc, on prend comme ça, alternativement sur l'un et l'autre, et puis on voit bien que, honnêtement, les gens sont convaincus. Et sur le programme économique, est-ce qu'il n'y en a pas un qui trouve, grâce à vos yeux, qui soit, allez, on va dire, crédible, raisonnable? Mais ils ne sont pas raisonnables, parce qu'ils sont dans une primaire. Donc ils pensent que pour gagner la primaire, il faut aller plus à droite que moi, tu meurs. Bon, aujourd'hui, ils finissent parce que Marine Le Pen est en tenue de camouflage, etc. Mais ils finissent par dépasser dans les mots Marine Le Pen sur l'ensemble des sujets. Aujourd'hui, elle ne parle pas de racines chrétiennes. Elle dit oui, il y a des racines chrétiennes, mais qui ont été laïcisées par l'universalisme. Bah, évidemment qu'elle se cache. Elle ne peut pas aller devant les Français avec le programme qui est le sien. Alors, elle a des arguments que vous allez écouter, vous allez pouvoir y répondre, puisque elle parlait ce matin du Front National et d'elle-même en se disant, eh bien, de droite et de gauche. Il est évident que vous retrouverez, madame, dans le gouvernement qui sera le mien, des gens qui viendront du Front National, mais peut-être aussi des gens qui nous auront rejoints sur les grands axes de défense de la patrie, de la nation, parce que moi je crois qu'il y a des patriotes de droite et de gauche, voilà. Et quand nous disons nous sommes ni de droite ni de gauche, on pourrait dire nous sommes et de droite et de gauche. Alors, Jean-Christophe Cambadélis. Non mais ni de droite, ni de gauche, ni et de droite, ni et de gauche, extrême droite. Je sais qu'elle n'aime pas ça, mais c'est extrême droite. C'est-à-dire que ce qui fonde le Front National, ce qu'elle ne peut pas gommer, c'est un souverainisme xénophobe. Il n'y aurait rien de gauche au Front National? Il n'y a rien de gauche. Un programme économique, peut-être? Moi, je ne vais pas tomber dans la comparaison du Front National. Vous croyez que c'est franchement sur les quelques mesures qui sont présentées sur le plan économique que les gens votent pour le Front National? Ou c'est par rapport à ce qu'ils agitent vis-à-vis de l'immigration, des réfugiés et du reste? Enfin, posez des questions et faites comme moi du porte-à-porte. Vous verrez quand les portes du Front National s'ouvrent, ce que l'on vous dit. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est ce qu'on ne vous raconte pas, c'est la CSG ou l'augmentation des impôts, encore qu'on vous le dise ça. Mais c'est plutôt sur le fait que notre pays est envahi. Bon, ben c'est ça le fonds de commerce du Front National. Arrêtons. Vous avez vu son un peu. slogan, Jean-Christophe Cambadélis, au nom du peuple. Qu'est-ce que vous lui répondez? Au nom du peuple? Ben moi, je dis au nom des Français. C'est un mot d'ordre creux. La France libre, elle dit aussi. Oui. C'est opposer le peuple aux élites. Bon, ben pour moi, c'est un vieux programme démagogue, populiste, qui vise à dire que le peuple en lui-même a toutes les vérités et que les élites sont là pour pervertir ce qui serait nécessaire pour le peuple. Moi, c'est pas mon orientation, c'est pas ce que je pense. Je crois qu'il faut rassembler les Français, quelle que soit leur position dans la société. Vous parlez des réfugiés. Qu'est-ce que vous pensez de la levée de boucliers que l'on constate aujourd'hui parmi les candidats, les républicains et les élus locaux, qui en veulent notamment au ministre de l'Intérieur parce qu'il n'y a pas de concertation, a priori, sur l'implantation des réfugiés de la jungle de Calais? C'est une question très importante parce que nous avons M. Wauquiez qui a lancé une pétition contre le démantèlement de la jungle, alors que le président de la région, Xavier Bertrand, voilà, j'y arrive, la demande. Et puis vous avez le Front National qui a créé une association sur le même sujet. Ouais. Donc on voit bien là que les deux positions se chevauchent ou se rapprochent. Moi, ce que je vous dis, c'est que le gouvernement, et ça on ne peut pas lui reprocher, cherche à régler les problèmes. La jungle de Calais, il y a à peine 8 jours, tous les éditorialistes nous disaient que c'était une honte et qu'il fallait régler ce problème. On règle ce problème et on nous dit « Ah mais quand même, vous réglez ce problème en imposant des gens dans un certain nombre d'endroits. » Ben oui, à partir du moment où un certain nombre de partis politiques, dont les Républicains représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, disent qu'ils ne le feront pas. Il faut l'imposer. Mais bien sûr, il faut l'imposer parce que cette répartition, ça ne peut pas être quand même que les socialistes ou les hommes et les femmes de gauche qui vont recevoir l'ensemble de cette population. Excusez-moi, vous l'imposez comment?
Quand il y a des réquisitions, et on peut le faire sur des lieux dans lesquels on peut mettre, en attendant, soit qu'ils soient utiliser le droit d'asile, soit qu'ils soient renvoyés dans leur pays. Franchement, il n'y a aucun problème. Sinon, c'est trop simple. Sinon, c'est trop simple. C'est de l'autoritarisme sur les élus locaux. Mais ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est de la solidarité nationale. J'avais une question tout à l'heure sur le Front National, si vous me permettez d'y revenir un seul instant. Le FN prêt à aider Jean-Luc Mélenchon à obtenir ses parrainages. Ce matin, Marine Le Pen, sur une radio, ne dit pas non. Ça vous choque ? Je crois que ça a choqué Jean-Luc Mélenchon, si j'ai bien lu l'Humanité du jour. Et je le comprends. C'est une tentative d'empêcher Jean-Luc Mélenchon de venir sur le terrain du populisme. Je crois que c'est ça qu'il y a derrière. Tout ça, franchement. Vous croyez que c'est à la hauteur de la situation? C'est très, très, très politicien, comme les Marine Le Pen. Certains font un parallèle entre les propositions du Front National et celles de Jean-Luc Mélenchon, entre la France libre, donc revendiquée par le président du Front National, et la France insoumise. Est-ce que vous voyez des points communs? Non. Je ne vois pas de points communs entre les uns et les autres. C'est une formation d'extrême droite, un souverainisme ou un nationalisme xénophobe. Jean-Luc Mélenchon a beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Après l'enquête parue dans le journal du dimanche de l'Institut Montaigne sur l'islam, il y a eu de nombreuses positions, notamment celle d'Alain Juppé, qui a déclaré ne pas accepter l'hystérie déraisonnable autour de la question des musulmans. Quand il parlait d'accommodation, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mais M. Juppé a plusieurs langages. Ah bon. Quand il est devant Valeurs Actuelles, il dit la fin du regroupement familial, je l'avais proposé avant Nicolas Sarkozy. Mais quand il est confronté à une déclaration de Nicolas Sarkozy, eh bien, il fait une autre déclaration. Donc il y a deux Alain Juppé, Quel Alain Juppé je vais croire? Celui qui, quand il était Premier ministre, nous a fait les lois de Debré? Ou celui qui dit ne charriez pas aujourd'hui, on va trop loin sur ces questions? Je ne sais pas lequel des deux. Au fond, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé sont d'accord. Ils se démarquent simplement pour avoir un électorat que l'un ne peut pas conquérir et que l'autre ne peut pas non plus conquérir. L'un veut conquérir les centristes, l'autre veut conquérir l'électorat du Front National. Tout ça, c'est de l'électoralisme pour la primaire. Est-ce que vous auriez préféré l'un ou l'autre? Chacun a son intérêt électoral. On dit que Nicolas Sarkozy, ça favoriserait François Hollande, Alain Juppé, ça serait terminé. Vous savez, Alain Juppé est friable en campagne, on le voit, il s'énerve vite. Hyper s'énerve? Oui, on l'a vu récemment à Strasbourg. Il est très rapidement à nouveau droit dans ses bottes. Il a une position qui n'est ni centriste ni droitière. Il est un candidat aussi attaquable que Nicolas Sarkozy, qui lui est vraiment à la droite de la droite. Chacun a ses défauts et on peut les utiliser. Vous voyez qui? Pardon? Vous voyez qui sur cette primaire? Je ne vois rien du tout. J'ai lu que ça dépendait du nombre. Vous êtes le responsable du principal parti de la majorité aujourd'hui. Mais c'est pas moi qui décide. Vous êtes un analyste politique. Mais comment voyez-vous cette primaire? J'ai vu, en lisant la presse, que tout dépendait du nombre de votants. Donc, comme je ne connais pas le nombre de votants, je ne peux pas répondre à votre pertinente question. Et la question de cette séquence, c'était est-ce qu'on s'oriente vers un nouveau 21 avril? Votre réponse? C'est possible. C'est possible que la gauche ne soit pas au second tour. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour la rassembler et apaiser les tensions qu'il y a pu avoir au sein de la gauche. Vous êtes d'accord pour dire avec le chef de l'État dans l'interview au débat que quel que soit le candidat qui sera élu en 2017, il sera dans une situation périlleuse parce qu'il sera élu avec des électeurs qui se seront mobilisés contre la présence du Front National. Donc une situation, en tout état de cause, périlleuse pour le prochain président de la République. Tout à fait, c'est la crise politique française. À partir du moment où vous avez un Front National qui tutoie les 30%, pèse sur les débats, on le voit à droite, et perturbe le dispositif politique tel que nous l'avons connu jusqu'à présent. Donc le problème, tiré en toutes les conséquences, c'est que les candidats aujourd'hui ne peuvent pas avoir 50%, il faut qu'ils soient le plus haut dans leur couloir. C'est l'élément totalement nouveau du tripartisme. Et le plus haut dans le couloir pour François Hollande, c'est combien? C'est 30%.
30%. Il peut y arriver aux 30%. Bah, écoutez, on a fait 25% lors des élections régionales, on a fait 24% lors des élections départementales. Dans une campagne, on peut aller chercher 5%. Le socle de François Hollande, pour vous, c'est 30%. C'est ce que représente la gauche de gouvernement dans le paysage politique. Est-ce qu'elle sera mobilisable ou est-ce qu'elle sera mobilisée? La réponse à votre question sur le deuxième tour se pose là et uniquement là. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette deuxième édition de l'épreuve de vérité. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.